Pour cette deuxième table ronde, nous accueillons Philippe Lamoureux, qui est directeur général du syndicat des industriels du médicament, le LEM. Et nous allons parler justement Europe de la santé et de cette dimension européenne dont on a réalisé qu'elle nous manquait surtout pendant la première année de la crise sanitaire, puisque on avait un peu de mal à se mettre d'accord entre les différents pays européens. On a même eu des histoires de blocage de masques à la frontière, de refus d'exportation de respirateurs. Et puis, on a quand même fini par réussir à avoir une dimension européenne de notre politique de santé, ce qui est exceptionnel, et ce dont parlaient les industriels du médicament et les médecins depuis assez longtemps. Donc voilà, moi je vais demander à Philippe Lamoureux, qui est un peu un spécialiste du sujet, qui connaît très bien le sujet Europe de la santé, où est-ce qu'on en est, ce que ça nous apporterait et vers où on va. Voilà, bonjour Philippe Lamoureux, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, donc l'Europe de la santé, c'est un sujet que vous connaissez très bien. On a déjà échangé sur le sujet 1 ou 2 ans auparavant. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Il y a 1 an, la création de l'ERA, Health Emergency Response Agency. Donc c'est un peu, on a cherché à faire un organisme qui existe aux États-Unis et qui est spécialisé dans le fait de préparer la réponse à des problèmes et des urgences sanitaires. C'est l'anthrax et le 11 septembre qui ont poussé les États-Unis vraiment à avoir une agence de réponse aux risques sanitaires, aux risques chimiques, aux risques de pollution. Et voilà, nous, on a l'ERA. Alors, elle a juste 1 an. Mais où est-ce qu'on en est sinon ? On a l'Europe du médicament qui fonctionne, mais l'Europe de la santé, on en a beaucoup parlé. Est-ce que c'est une utopie ? Alors, d'abord, je voudrais m'excuser de ne pas pouvoir être physiquement présent parmi vous aujourd'hui à Lyon. Nous avons un très important conseil d'administration ce soir et j'étais complètement bloqué sur Paris. Deuxième chose, dire que j'aurais bien aimé aussi participer à la table ronde précédente que j'ai trouvée tout à fait passionnante. Donc sur l'Europe de la santé, très clairement d'abord, je crois qu'il faut partir de l'existant. L'Europe de la santé, ça n'est pas une utopie, l'Europe de la santé, c'est une réalité. L'Europe de la santé, c'est une réalité puisque je rappelle que depuis déjà une trentaine d'années, les autorisations de mise sur le marché sont européanisées. Ça veut dire qu'il y a une seule autorisation de mise sur le marché pour l'ensemble des États membres, un seul RCP, une seule notice traduite dans les différentes langues de la communauté. Mais donc l'AMM, qui est quand même le cœur de nos métiers, est aujourd'hui très largement européanisée. D'autre part, il existe un certain nombre de règlements européens qui sont des règlements à portée communautaire. Je vais en citer 2 parce que ce sont 2 règlements dont on parle beaucoup aujourd'hui. C'est le règlement sur les médicaments orphelins et c'est le règlement sur les médicaments pédiatriques qui visent à fournir des incentives spécifiques à l'échelle européenne pour développer la recherche et le développement de nouveaux produits sur ces 2 aires thérapeutiques. Troisième élément, il y a également en matière de prévention des risques un organisme de veille de ces risques émergents qui préexistaient à l'ERA. Donc on ne part pas de rien. C'est une Europe de la santé qui se construit étape par étape. Ça prend beaucoup de temps, c'est très très complexe. Moi j'ai vécu à l'époque, j'étais secrétaire général de l'Agence du médicament, la mise en place des AMM européennes. Ça n'a pas été quelque chose de simple parce que entre les cultures latines par exemple et les cultures anglo-saxonnes, on n'a pas du tout la même approche de la relation médecin-patient et que ça change un petit peu la façon dont on va construire la notice des produits. Mais on y est arrivé. Donc ensuite survient cette pandémie mondiale et là effectivement on s'aperçoit des faiblesses de l'Europe. La première faiblesse, c'est que on s'aperçoit que les réflexes nationaux, et vous l'avez dit, fonctionnent et qu'en réalité les produits, les dispositifs médicaux ne circulent pas
comme il le devrait entre les États membres. Le deuxième élément, on s'aperçoit aussi que l'Europe est en perte d'autonomie stratégique. C'est-à-dire qu'en réalité, notre capacité à nous fournir auprès de nos propres sites de production nationaux est assez limitée et qu'en réalité, l'Europe s'aperçoit qu'elle a laissé partir la production d'un certain nombre de principes actifs et de médicaments, notamment en Asie du Sud-Est. Je parle ici, bien sûr, des produits matures, mais je pense qu'on peut tout aussi bien s'apercevoir, et ça a été un peu dit dans la table ronde précédente, que l'Europe est aussi totalement devenue dépendante, très largement dépendante des États-Unis pour l'approvisionnement en médicaments très innovants. Donc il y a eu, et ça a été dit dans la table précédente, une espèce de déqualification de l'Europe qui s'est trouvée coincée entre un marché très innovant et très dominant, et le marché américain qui représente quand même 50% du marché mondial du médicament, et un marché émergent extrêmement dynamique, avec une croissance très forte et très positionnée sur des produits matures, mais plus maintenant, les choses ont beaucoup évolué. Il faut regarder l'évolution du système pharmaceutique chinois, c'est assez spectaculaire, et l'Europe est un peu prise en tenaille entre le continent américain et le continent asiatique, et comme ça a été dit à la table ronde précédente, pendant que l'Amérique attirait et drainait les investissements R&D et que l'Asie développait sa production en produits matures et ses capacités de recherche, l'Europe mettait en place des politiques du médicament totalement insuffisantes en termes de moyens de recherche et surtout très axées sur la régulation, donc avec une croissance ralentie par rapport à ce qu'on constatait sur les marchés internationaux, et donc du coup effectivement une perte de compétitivité de l'Europe. On essaie de réagir, la Commission s'est donné une nouvelle feuille de route, avec la création de l'ERA, vous en aviez parlé. L'ERA, c'est quoi? C'est l'équivalent, vous l'avez dit, du BARDA américain, ou ça se veut l'équivalent du BARDA américain. Comme rôle pour cette ERA, on a la volonté d'assurer une meilleure coordination de l'Union européenne en matière de sécurité sanitaire pendant les crises, mais aussi en préparation des crises. On a effectivement un espace de réunion des parties prenantes européennes avec l'industrie. On a un objectif de mise au point et de produire, d'acheter, de stocker, de répartir les produits qui sont des contre-mesures de crise, mais donc des contre-mesures médicales. Et enfin, un objectif de renforcer l'architecture d'intervention en cas d'urgence sanitaire. Donc un périmètre assez ambitieux. On verra si l'ERA aura les moyens de ses objectifs. À côté de cela, une réforme de l'évaluation scientifique qui est très importante, qu'on n'a pas encore sur nos écrans radars aujourd'hui, mais qui est absolument essentielle, qui est la création, la mise en place d'une HTA européenne, c'est-à-dire une évaluation de l'efficacité clinique des médicaments qui soit partagée entre les États membres, et puis une stratégie européenne pour vaincre le cancer. Et dans le même temps, il y a cette révision de la législation pharmaceutique européenne qui a été engagée par la Commission, qui est un petit peu en stand-by pour le moment, on est un peu sur un plateau, qui est un objectif également poursuivi par l'Europe, qui là nous amène à une appréciation plus mitigée, puisqu'il y a à la fois des choses qui semblent assez positives et des choses qui semblent plus préoccupantes. Mais donc l'Europe du médicament, je ne vais pas aller jusqu'à l'Europe de la santé, mais l'Europe du médicament semble se réveiller et nous avons le sentiment que l'on est dans une nouvelle étape de construction européenne. D'accord. Mais on voit quand même que le fait d'être à l'international, au niveau européen, avec différents États, ce que nous disait Jean-Yves Blais, ce que nous expliquait le professeur Blais tout à l'heure, c'est que les États ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients au niveau de leur administration et de leurs règles. Et du coup, est-ce que les États membres n'ont pas tendance à essayer d'attirer plus les investissements, les essais cliniques? Quelle est notre position? On a pensé longtemps, puisqu'on nous a longtemps dit que le système de santé français était le meilleur du monde. Hein, ça doit être le souvenir des French Doctors, mais entre-temps, il y a eu le procès du sang contaminé, dont on continue à sentir les effets secondaires. Il faut un maximum de sécurité, et peut-être parfois tellement que ça devient trop compliqué, et on est dans des gymkhana administratifs de sécurité.
Donc comment est-ce qu'on est, nous, dans cette Europe de la santé, parmi les États membres? Quels sont nos points forts et quels sont nos points faibles? Alors, ça a été très bien dit dans la table ronde précédente. Le paradoxe ou l'ambiguïté, c'est que les pays européens ont à la fois tout à fait intérêt à se coordonner et à mutualiser leurs efforts parce qu'on est beaucoup plus fort sur un marché de 360 millions d'habitants que tout seul et isolé. Mais en même temps, nous sommes extrêmement concurrents les uns avec les autres pour attirer les investissements. Et je vais prendre un exemple très, très précis. La recherche clinique, où nous allons publier bientôt quelques résultats. On voit bien que, par exemple, un pays comme l'Espagne, qu'on n'a pas forcément à l'idée quand on cite les grandes puissances industrielles européennes, est aujourd'hui en situation de leadership européen pour la recherche clinique. Et c'est très important parce que si vous attirez sur votre territoire la recherche clinique, eh bien vous avez toutes les chances d'attirer derrière une partie des activités de production, en particulier sur les nouveaux médicaments qui sont issus des sciences du vivant et dans lesquels finalement le développement et la production industrielle sont de plus en plus liés. Donc il y a cette ambiguïté de la construction européenne qui est à la fois une Europe de l'union et de l'unité et une Europe de la compétition entre les pays. La France, dans ce contexte-là, elle a plutôt perdu des positions. La France était le premier pays européen en termes de production industrielle. Il y a de ça une quinzaine d'années. Elle est passée au 4e rang et nous nous sommes fait dépasser par l'Allemagne, l'Italie et la Suisse. Et nous sommes talonnés par le Royaume-Uni et l'Irlande. Donc les positions françaises, ce sont des positions qui se sont affaiblies. Et elles se sont affaiblies pour 5 raisons. La première raison, c'est que la France a des délais d'accès au marché beaucoup trop longs par rapport à ses homologues européens. Les directives, les textes européens en vigueur prévoient un délai de 180 jours entre l'AMM et la mise à disposition des médicaments pour les patients. L'Allemagne est à 130 jours. La France est à 500 jours. Donc la France est très très loin d'être compétitive avec les meilleurs élèves de la classe européenne, même si nous avons le mécanisme d'accès précoce qui corrige un petit peu ce défaut, mais c'est un facteur limitant. Deuxième élément, ça a été dit dans la table ronde précédente, la France n'a pas de croissance. La croissance moyenne annuelle du marché remboursable en France, ça a été de 0,5% sur les 12 dernières années, alors que nos compétiteurs ont été beaucoup plus dynamiques en termes de croissance. La France est le seul marché des grands marchés européens qui ait connu une quasi-stagnation sur 15 ans. Troisième élément, on a une fiscalité extrêmement lourde, on a la fiscalité la plus lourde d'Europe, et ce qu'on est en train de voir aujourd'hui sur un mécanisme qui est celui de la clause de sauvegarde, alors je ne vais pas rentrer dans la technique, sauf si vous le souhaitez, ce mécanisme de clause de sauvegarde, qui est un mécanisme de régulation totalement incontrôlé, est en réalité une taxe sur la croissance qui vient raboter la dynamique du marché et qui va complètement entraver la compétitivité du territoire. Le quatrième point, vous l'avez évoqué, la France a une réglementation particulièrement complexe, mais en plus particulièrement instable. Donc quand vous avez des normes qui sont lourdes, qui sont compliquées, qui sont en plus complètement instables, vous êtes peu compétitif. Pour vous donner un exemple là encore, lorsqu'on parle de médicaments et lorsqu'on regarde nos correspondants dans l'administration aujourd'hui, nous avons pratiquement une douzaine d'interlocuteurs. Donc il est évident que quand vous avez un système dans lequel vous avez une douzaine d'interlocuteurs, c'est un système qui est organisé pour gérer de la non-décision, mais certainement pas de l'efficacité administrative. Dernier élément, et il est beaucoup plus subjectif, c'est l'image, puisque quand on regarde les études réputationnelles, la France est avec un ou deux autres pays européens, un de ceux dans lesquels l'image des industries pharmaceutiques est la plus dégradée. Je termine juste par un point que je trouve très intéressant et qui est d'actualité. Notre fédération européenne, qui s'appelle le FPIA, a publié une étude hier qu'elle avait confiée au cabinet Rivers, qui portait sur l'attractivité de l'Europe à l'échelle planétaire. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette étude confirme ce que nous disons depuis plusieurs années, à savoir un recul de l'Europe, mais par ailleurs, quelque chose que je trouve tout aussi intéressant, cette étude analyse les clusters
de recherche à l'échelle planétaire. Et en Europe, il identifie 3 clusters. Un à Zurich, un à Bâle et un au Royaume-Uni. Autrement dit, aucun cluster dans l'Union européenne stricto sensu. Donc nous n'avons pas réussi à faire émerger des grands clusters, à l'instar de ce qu'ont fait les Américains, évidemment les Chinois, les Coréens, les Japonais, et même certains de nos voisins européens, hors Union. Bon. En tout cas, merci beaucoup, Philippe Lamoureux. Donc l'Europe de la santé et l'Europe du médicament, on y arrive. On a harmonisé une partie des procédures. On en a besoin pour avoir du poids et pour redevenir leader de la santé dans le monde. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci d'avoir été avec nous.